tout moment de la vie quelque part. La naissance d'un enfant, vous en avez deux, Hélène Cornet, un mariage également, voilà, un réaménagement, on change de pavillon. Et Ikea est toujours au rendez-vous. Exactement, il faut savoir que à peu près 70% des foyers français possèdent au moins un meuble Ikea et que Ikea se trouve, il me semble, moins de 20 minutes. Moins d'une heure, c'est ça, de chaque foyer en fait, de chaque foyer vous avez à peu près un magasin. En tout cas c'est l'objectif, c'est le but. Oui, on aimerait bien. Il y a 32 magasins en France. 32 magasins, ouais. 33 bientôt au mois d'août. Et le modèle d'Ikea, c'est simple, hein, il repose sur des meubles en kit que vous allez chercher vous-même en magasin, que vous ramenez vous-même à la maison, que vous montez tout seul, qui tiennent dans des cartons plats, donc c'est plus facile à stocker. Et l'autre modèle finalement qui fonctionne chez Ikea, c'est la visite en magasin, parce que évidemment avec les appartements témoins, vous passez facilement 3 heures chez Ikea et vous y restez, vous mangez, vous prenez votre temps, vous allez au rayon enfant faire un petit stop et finalement le canapé que vous allez chercher vous ressortez avec un coffre rempli de babioles. Rodolphe Bonas, vous, le spécialiste de la distribution, justement, stratège autour de la distribution. Et c'est vrai ce que dit Hélène Cornet, elle a complètement raison. On y va pour acheter une table à langer et on ressort avec quoi? Avec des bougies, avec des assiettes, avec des décapsuleurs, je ne sais quoi encore. Racontez-nous comment tout est bien pensé chez Ikea, le parcours client, les articles finalement, et on est obligé d'acheter beaucoup plus que ce pour quoi on était venu. Hein. Alors très clairement, dans la distribution, le modèle Ikea est un modèle exemplaire. Exemplaire pourquoi? Parce que finalement il met en scène finalement des expériences clients à différents niveaux, hein, puisque vous avez ce premier étage qui est fait pour vous faire traverser des zones de vie dans lesquelles vous allez pouvoir tester, goûter, voir, sentir les produits, et puis après une zone d'achat massive qui est en effet mise en œuvre. Mais ce qui est très intéressant derrière cet élément-là, c'est tout le concept qu'il y a autour. Vous pouvez bien sûr faire vos achats en confiant vos enfants pour qu'on les garde, vous pouvez bien sûr venir déjeuner. Hein. On n'a pas les chiffres d'affaires, mais je crois que la cafétéria Ikea représente un chiffre d'affaires très conséquent, puisque c'est vraiment... Olivier Baraille, parlez-nous des boulettes et des chocolats daim, justement. Voilà. On peut manger chez Ça fait Ikea. combien? Quel chiffre d'affaires? Quelle part du chiffre d'affaires? On n'a pas l'habitude de communiquer, oui. Alors je sais que... Le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires France, c'est 2,4 milliards. Hein, voilà, un peu plus de 2 milliards, 4 milliards. Mais on dit à peu près qu'il y a un client sur 5 qui s'arrête quand même déjeuner. Donc voilà, donc c'est assez conséquent. Et donc derrière, vous avez donc ces zones expérientielles, événementielles, et ensuite, si vous vous attachez, vous dites vraiment, les produits sont vraiment mis à l'honneur, mais j'invite tous ceux qui vont chez Ikea quand même à tout d'un coup lever la tête et regarder dans quoi ça vit. Et on se rend compte qu'en fait la coque est très brute. Le sol est très brut, c'est du béton. Quand vous regardez en haut, c'est pas forcément habillé. La seule star chez Ikea, c'est le produit. Et ça, c'est un modèle qui fait aujourd'hui, qui a fait des petits et qui est tout à fait exemplaire, puisque aujourd'hui, ce qu'on essaye quand même de mettre en place dans la distribution, c'est cette logique dans laquelle où le produit est au centre, l'efficacité commerciale est bien mise en œuvre, et derrière, normalement, vous pouvez arriver à proposer qualité à petit prix. On peut presque dire que Ikea a inventé le low cost. Combien de nouveautés chaque année chez vous, chez Ikea? On a 20% de l'assortiment qui change tous les ans. Ouais. On a environ 9500 références dans un magasin Ikea, et on change régulièrement 1/5 de l'assortiment. Qui achète? C'est quoi le panier moyen donc chez Ikea? Alors qui achète? C'est tout le monde. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. C'est ça qui est la beauté. Je vous disais tout à l'heure, on a le parti pris d'Ingvar, ça a été d'être pour le plus grand nombre. Donc on va pour le plus grand nombre. Alors évidemment, après... Il avait senti très tôt que la recette, elle pourrait fonctionner partout dans le monde. Hein. En fait, on est très empirique. On essaye, on regarde, on voit comment ça fonctionne. Et quand il est allé en Suisse, c'était aussi pour voir comment allait fonctionner Ikea en dehors de la Scandinavie. Oui, c'était le premier magasin, Exactement. Le premier pays en dehors de la Scandinavie. Exactement. Après donc, la Norvège il a essayé, et la Suède. il a regardé, il a testé, il a vu que ça fonctionnait, il a dupliqué dans d'autres pays. Et c'est comme ça que on est très pragmatique en fait. On essaye, on regarde, on voit comment on peut faire évoluer les choses, et puis en essayant, on fait les choses. Et le client, il n'est pas le même, bien sûr. Le client suisse, le client français, le client sud-coréen. Ouverture fin 2014 à Séoul. Énorme embouteillage dans la métropole sud-coréenne. C'est vrai qu'on a du succès. En même temps, en Corée du Sud, le magasin était très très attendu. En même temps, ce qui est important, c'est de voir que si les gens sont différents, effectivement, c'est vrai que le client qui habite à Bayonne n'est pas le même celui qui habite à Lille et encore moins à Séoul. Ce qu'on fait, c'est, même si on a un assortiment commun qui sert d'identité et qui est la base de notre marque,
on a toutes les solutions d'aménagement de la maison qui sont complètement différentes. À Bayonne, on a fait un appartement pour un surfeur qu'on va pas faire à Lille. Bayonne, c'est l'un des bébés de 2015. Voilà, il vient de naître à l'instant, l'été dernier. Et donc on a avec l'assortiment la possibilité de répondre aux besoins, aux challenges, aux rêves des clients. On fait beaucoup de visites de maison, on fait 600 visites de maison par an en France. On regarde comment les gens vivent, l'architecture qu'ils ont, on regarde leurs besoins, on regarde leurs rêves, et avec nos architectes d'intérieur et nos équipes commerciales, on essaie de trouver les solutions les plus adaptées à la vie de chacun. Alors on trouve partout dans le monde entier la célèbre Billy, c'est la bibliothèque, le canapé Ektorp, Ikea qui est rentré complètement chez nous, à moins que ça soit le contraire, aussi les Chinois qui s'installent chez Ikea dans les magasins Hélène Cornet. Oui, alors là c'est un petit peu amusant en fait. Les Chinois prennent le magasin comme une aire de jeu ou une aire de repos en fait. À la pause déjeuner, c'est vrai que souvent finalement, ils vont tester les matelas et même ils enlèvent leurs chaussures pour piquer un petit somme. Ils utilisent la cuisine comme. Ils font que dormir. J'en sais rien. Et pas les vérifier. À tel point que finalement, les clients qui veulent acheter, parfois, ont un peu de mal à venir voir un petit peu les meubles, les éléments. Denis Gancel, W. Oui, j'aime la façon dont Olivier Bareil souligne le pragmatisme de la marque. Aujourd'hui, le maître mot du marketing stratégique, c'est l'usage et l'usage. On a là l'exemple d'une marque qui a inventé l'usage après-guerre. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que cette marque, elle a déjoué 3 pièges qui lui étaient tendus tout droit. Le premier piège, c'est celui que vous avez signalé avec ce qu'on appelle aujourd'hui pompeusement le design thinking. C'est pas tout de mettre des designers dans son moteur, mais parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui perdent leur âme en abandonnant ce qui fait la marque à des personnalités aussi éminentes soient-elles qui se mettent devant la marque. Et la marque a beaucoup de mal à le maîtriser. Ce que je trouve formidable chez Ikea, c'est que, un peu comme a pu le faire Jean-Claude Decaux dans le B2B, c'est d'arriver à mettre des designers dans le produit, garder des prix relativement raisonnables, mais en faisant ça, on met beaucoup de valeur dans le produit et on arrive quand même à tenir la marque. Le deuxième piège, je vais vite, c'est l'idée du faire soi-même. C'est pas tout de faire soi-même. Je sais que c'est le pays de Lego qui est pas très loin parce que c'est le Danemark. La génération de l'après-guerre et surtout la marque d'une catégorie qui était les primo-accédants. Et c'est très très difficile lorsqu'on a un tel succès sur une génération d'arriver non seulement à suivre cette génération qui se seniorise, mais surtout à rebattre les cartes pour la nouvelle génération qui arrive. Et c'est sans doute la plus grande performance d'Ikea. Alors on a compris comment la marque s'est imposée. Rodolphe Bonas, CACOM. Alors oui, dans les éclairages qu'il vient d'apporter Denis, je vais ajouter un point aussi qui est très très vrai, c'est surtout la performance du modèle. Quelque part, derrière tout ça, il y a quand même un modèle économique extrêmement puissant, d'accord, puisque derrière, vous avez cette capacité d'avoir une efficacité commerciale, on l'a parlé tout à l'heure avec cette expérience client qui est vécue, et puis ensuite quand même une relation au client qui est quand même très très franche et très directe, parce qu'on leur dit très clairement, écoutez les enfants, si vous voulez payer de vos meubles entre 30 et 40% moins cher, va falloir les porter, les monter et vous débrouiller avec nos fiches produits, avec un service client qui existe mais qui est quand même bien cadencé, bien organisé. Et donc derrière, ce qui est très très intéressant, c'est de voir que finalement derrière cette grande efficacité qui pourrait être un frein aussi, une difficulté à vendre, et finalement on a une vocation sociale de la marque et qui dit mais attendez, c'est le seul moyen, le seul alternative pour pouvoir avoir du design à pas cher chez soi. C'est un petit peu, si vous voulez, Ikea est un petit peu le papa de EasyJet, si vous voulez, dans le voyage. C'est-à-dire, c'est vraiment, mais adapté aux meubles. Donc, on sait vraiment ça qui est intéressant dans cette marque. Et Olivier Bareil, comment on fait pour avoir des prix aussi bas? Est-ce qu'on est resté comme M. Kamprad, assez pingre, assez rapia dans le fonctionnement de la boîte? Parce que cette politique de bas prix, évidemment, ça suppose nécessairement partout qu'on coupe, évidemment, qu'on soit cost-killer à tous les étages. Vous le vivez, vous le subissez peut-être, mais vous le faites vivre aussi à vos collaborateurs. Non, on a l'avantage de pouvoir intégrer toute la chaîne de valeur de la conception du produit jusqu'à la distribution du produit. Donc quand on dessine un produit, on commence par avoir le rapport qualité-prix. À quel prix on veut vendre cet article. Et après, on a tous les procédés de sourcing des matières premières. Ça peut être de l'innovation en termes de produits. Là, en ce moment, on travaille beaucoup avec du bambou. Le bambou, c'est une matière première qui est très très abordable en termes de prix. Ou alors, avec des procédés industriels, on a, par exemple, dans les années 90, on a sorti des tables basses qui s'appellent LAC, qui sont faits à partir de portes. Donc, on réutilise aussi un certain nombre de procédés industriels qu'on maximise pour pouvoir obtenir
des produits à la fois designés avec une étiquette de prix qui correspond à un rapport qualité-prix exceptionnel. Et c'est quoi le panier moyen? Vous m'avez pas répondu tout à l'heure, d'un client dans un magasin Ikea, alors France, puisque vous êtes le patron France. Encore une fois, ce sont des chiffres que l'on communique pas. Bon. On dit justement que le taux de réclamation, là, puisqu'on parlait avec Denis, avec Rodolphe Bonas, Denis Gancel, Rodolphe Bonas, justement, que tout est étudié, qu'il y a cette expérience client, que le client monte son meuble. On dit que le taux de réclamation, il n'excède pas 1%. Je regarde. C'est vrai ou faux? Je peux pas vous dire les chiffres de réclamation, je les connais pas. Je les connais pas. Ah bon, je les connais pas. Je reçois tellement faible. Vous savez quel il est quand même. Donnez-leur. En fait, non. En fait, ça dépend de la réclamation. Vous parlez si c'est de la qualité de l'assemblage des produits. On a fait des progrès exceptionnels en matière d'assemblage des produits. Les notices de montage sont très très simples. Les pièces sont, il n'y a pas de défaillance au niveau des pièces. Et si par malheur ça arrivait, on a un service après-vente qui est très performant. On envoie les pièces à domicile, etc. Donc ça, de ce côté-là, j'ai pas. En tout cas, c'est pas un élément qui est dans ma tête pour dire à quel point c'est préoccupant. Non, pas du tout. Ça fonctionne. C'est vrai qu'on parlait d'assembler soi-même ses produits. Ce qui est intéressant aussi, c'est depuis quelques années, on a amené des services d'installation, de montage, des services de préparation de commandes aussi avec le click and collect, qui nous permettent d'accompagner quand même nos clients qui souhaitent avoir un service supplémentaire. Donc c'est vrai que la base de notre fonctionnement, c'est je viens au magasin, j'ai fait mon choix, je me sers, je passe en caisse, je monte. Mais on a aussi une panoplie de services qui nous permettent de s'adresser à des clients qui ne viendraient pas forcément dans nos magasins. Oui, il faudra nous expliquer, en effet, on verra ça dans un second moment, justement, comment Ikea doit faire évoluer son modèle, parce que la concurrence, elle est très vive, notamment en France. Peut-être qu'on achète moins de meubles, peut-être qu'on construit moins de logements. Et c'est vrai, on a vu chiffre d'affaires France l'an dernier faire un petit plus 1% seulement, un petit peu décevant. On verra ça tout à l'heure, justement. Rodolphe Bonas. Juste simplement pour décrypter, aller derrière un peu ces éléments-là, vous voyez bien que dans le modèle Ikea, on a une philosophie, une culture commerciale qui consiste à travailler par les coûts. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on réfléchit le coût. On réfléchit combien ça coûte pour savoir combien on va vendre. Et non pas combien on va vendre et combien ça va rapporter après. Et donc, ils sont dans une logique de cette efficacité, j'insiste bien. C'est vraiment, tout est pensé. On parlait en effet des services, mais Ikea met en place des services. Et c'est très clair. La promesse, c'est un service est payant. C'est mécanique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc, tout est pensé coût. Et c'est ça qui est intéressant culturellement dans cette entreprise. On verra dans un instant l'image aussi, la communication de Ikea, justement, qui s'est jouée sur des pubs, parfois un petit peu drôle, justement, un petit peu décapantes. On en parlera avec Bertrand Bodichon à la tête de Média Plus, une agence de... On en parlait, et j'accueille Bertrand Bodichon. Bonsoir. Bonsoir Fabrice. Bertrand Bodichon, ça va être l'œil un peu, finalement, sur l'image, sur la pub, puisqu'il était à la tête de Média Plus France. Vous êtes président de Média Plus France. C'est un groupe allemand que vous avez été chargé d'installer en France, une agence média, un groupe de publicité également, qui est installé donc à Munich, en Bavière. Longue vie donc à Média Plus France, grâce à vous, Bertrand Bodichon. L'image, la communication d'Ikea, souvent basée bien sur des pubs humoristiques, justement, c'est David Dauba qui vous en a souvent parlé dans son émission, La Saga des marques, l'an dernier. Publicitaire humoristique, elle est un petit peu déculpabilisante aussi, face au bricolage, face à l'aménagement de la maison. C'est pas toujours très simple. Tiens, un extrait, justement. Et sinon, ça a été que t'as vu cette semaine? Ouais. Et t'as fait quoi à manger Des coquillettes. Tous les soirs? Ouais. Tous les soirs? Et ouais, des coquillettes. Voilà, et le slogan, c'est dites-le en cuisinant, parce que c'est vrai que vous êtes un certain nombre à nous écouter, peut-être dans votre voiture, sur le périphérique ou ailleurs, bien entendu, vous n'avez pas vu les images. Oui, on met pas forcément en avant, Bertrand Bodichon, le produit Ikea dans ses pubs, qui sont drôles en général. Elles sont toujours drôles. En fait, la mécanique d'Ikea est extrêmement intéressante parce que c'est une vraie communication omnicanale. On a parlé tout à l'heure de l'importance du catalogue. Et il y a toujours eu cette alternance, et c'est vrai dans tous les pays, entre une communication où on met en scène la vie des gens, et d'une façon très originale, autant game changer que la marque l'est. Avant, la communication sur les meubles, c'était quand même très standardisé. On montrait des gens dedans, pas forcément heureux, pas forcément de façon rigolote. De temps en temps même, quand on regarde l'ameublement, quand on regarde la presse, on fait surtout attention de ne pas mettre des gens dedans, parce qu'on ne sait jamais, les gens pourraient ne pas se projeter dans les gens qu'on est en train de montrer. Donc même là-dessus, on a changé les codes. Et il y a cette alternance entre la vie des gens comme celle qu'on vient de voir, et qui est
dépeintes de façon extrêmement intelligente et partant systématiquement de vrais moments de la vraie vie des vrais gens, et pas juste regarder mon produit comme il est beau, c'est regarder comment vous vivrez bien, c'est très différent, avec une communication plus catalogue, avec systématiquement, je crois même que c'est souvent dans les mêmes écrans, on a ce spot qui est ce film de saga qui raconte l'histoire de la vie des gens, et puis un peu après, dans le même écran de télé, on a un catalogue à la télé avec un spot très simple, un prix, un produit aussi clair que la page d'un catalogue, et ça c'est pour rappeler l'effet catalogue qui reste le premier média d'IKEA. Je trouve ça extrêmement cohérent. La vie des gens, c'est ce que vous mettez en avant, Bertrand Bodichon. C'est vrai qu'IKEA c'est fait pour toute la famille, pour toutes les familles, à tous les moments de la vie. On en parlait avec Hélène Cornet, l'arrivée de l'enfant, des divorces, des familles recomposées, les adolescents aussi qui s'installent, voilà, qui vont quitter leurs parents pour s'installer. IKEA, c'est s'adresser à tout le monde. Absolument, c'est ça qui est extrêmement fort. Au départ, on pouvait considérer que c'était destiné à que la mission de la marque, c'était populariser le design pour les couches les plus populaires, ce qui était une mission en soi de game changer, et vraiment avec une très grande cohérence dans l'ensemble des éléments du mix, et y compris dans les prises de parole pour parler à cette couche-là. Et puis en fait, c'est tellement devenu un élément de société, rentrant en résonance avec les attentes des gens, pas seulement des couches populaires, de tout le monde. Après tout, même si j'ai de l'argent, pourquoi j'irais payer le prix fort pour un voyage, pour une voiture, le succès de grandes marques automobiles comme Skoda ou Dacia se fait pas du tout auprès des CSP-. C'est juste que ça s'adresse à une catégorie de gens qui ont envie d'acheter malin, qui ont envie de s'acheter quelque chose de beau, qui est la promesse initiale de la marque, mais qui peut s'adresser à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, tout le monde achète malin, et il n'y a pas que les couches les plus populaires. Et je trouve que la mutation dans la communication et dans le mix a été là où elle a été le mieux réussie, c'est parce qu'elle est rentrée en résonance avec la vie des gens, avec les attentes des gens et ce qu'ils étaient en train de devenir, et que à aucun moment la cohérence a été perdue entre la promesse initiale et l'expérience que les clients pouvaient vivre tous les jours. Rodolphe Bonas, directeur général de Seacom, spécialisé dans la distrib. C'est très très vrai ce qui vient d'être évoqué là, c'est-à-dire c'est véritablement la mise en perspective d'une prise de parole d'une marque à vocation sociale, c'est-à-dire quasiment sociétale. C'est-à-dire ce qui vient d'être évoqué là, c'est de dire attendez, aujourd'hui je commence quand j'arrive sur mon marché au tout début à vous raconter une histoire très simple en disant regardez, chez moi c'est de qualité, design et pas cher. Quand j'ai conquis cette première couche de population, la deuxième couche, c'est de leur dire regardez comment je fais pour arriver à être pas cher, vous qui ne venez pas encore. Et ensuite, quand j'ai conquis cette population, on arrive en effet dans ce que vient d'expliquer Bertrand, c'est carrément une logique de vocation sociétale, c'est-à-dire je fais partie de la société, de la vie des gens. Et dans ce spot, ce qui est très intéressant, c'est vraiment de mettre en perspective finalement, eh bien, ces couples et c'est finalement ces vies de foyers séparés, ce qui est quand même dans la modernité totale, c'est-à-dire qu'en réalité, le papa, sans doute, ils sont en garde alternée, hein, ce qui est quand même dans un axe de signature de modernité. Et ça, c'est très très bien vu. Denis Gancel, oui, pas de démarque à la tête de W. Non, la question qu'on peut se poser, c'est où est la disruption, pour reprendre l'expression que vous évoquiez tout à l'heure. La première disruption, c'est que vous êtes une marque, et Ikea est une marque qui fait très attention aux clients, et les tendances des clients aujourd'hui, c'est l'individualisme. C'est ça qu'on apprend dans toutes les bonnes écoles. La disruption, elle est considérable, parce que d'inspiration suédoise, vous avez en fait une mise à l'image de la communauté, de la solidarité et de la convivialité. C'est une disruption considérable qui puise ses racines dans la culture, d'IKEA. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quelle que soit l'agence qui fait les créations d'IKEA depuis des décennies, vous avez toujours un trait de caractère, c'est que c'est une marque aimable. Or, on a une image de la Suède, certes très aimable, mais plutôt froid. Or, l'image qui est transmise est une image qui pourrait être de Barcelone ou de Lisbonne, qui est une image du Sud. Et là, vous avez une deuxième disruption que je voulais souligner. Un mot, Bertrand Bodichon, et après, Olivier Barail, le patron de Ikea en France, et Hélène Cornet. Alors, je suis complètement d'accord là-dessus, et moi qui travaille dans un groupe international, ce qui est super intéressant aussi, et ce qu'une grande marque américaine pourrait pas faire, par exemple, c'est qu'elle sait s'adapter à la culture locale, totalement. Et quand on analyse les prises de communication d'IKEA en Japon, en Chine et en France, on n'a pas du tout le même type de message, mais toujours la même connivence avec le public, parce qu'on s'adapte. C'est pas comme Coca-Cola qui veut imposer un modèle et qui est le même partout, ou comme Nike qui est le même partout. Au contraire, elle s'adapte aux insights locaux. Et par exemple, un spot sur la cuisine
au Japon voudrait strictement pas dire la même chose. Mais même au Japon, ils arrivent à avoir une communication qui est tout aussi connivente avec la population sociale et en résonance avec sa mission sociale. C'est pas juste la même mission tout à fait au Japon et en France. Olivier Baraille, la cible d'IKEA, quelle est-elle exactement? C'est tout le monde? Oui, en fait, on s'adresse à tout le monde. Ce que disait Hélène justement tout à l'heure, c'est on appelle ça des situations de vie, des moments de vie. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de regarder comment, dans ces moments de vie, les gens se comportent à la maison, quels sont leurs rêves, quels sont leurs challenges, et de quelle façon, nous, on peut amener une solution. Alors, dans les magasins ou dans nos sites internet, avec des solutions, je dirais, d'aménagement de la maison, mais ce qu'on vient de voir sur le spot et sur la pub qu'on vient de diffuser, c'est aussi d'avoir un regard un peu décalé, un peu d'humour, un peu de légèreté aussi. Une famille recomposée, c'est pas des moments qui sont forcément très très drôles, avec un petit twinkle in the eye, hein, pour donner cette espèce de second degré qui nous tient à cœur aussi. Oui, alors IKEA, alors justement, pour l'instant numéro 1 mondial. Et en France, vous êtes numéro 1 en France. Oui. On le confirme, Hélène Cornet, Olivier Baraille, 32 magasins. Vous avez ouvert Mulhouse, Bayonne en 2015. Oui. Un autre va ouvrir donc cet été. 24 août à Orléans. Orléans, oui. Très bien. Alors, vous avez en projet également Nice, Le Mans, Perpignan. La part de marché d'IKEA, c'est actuellement 18%. Un peu plus de 18%. Un peu plus de 18%. Vous avez envie de grimper à 20% en 40 magasins d'ici 2020. Mais voilà, le chiffre annuel, chiffre d'affaires annuel, il n'a progressé que de 1% l'an dernier. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques doutes autour de la stratégie IKEA, des magasins IKEA, la superficie des magasins IKEA. Quelles questions vous posez en ce moment? Alors, les chiffres qu'on a mentionnés tout à l'heure sont des chiffres pour notre exercice. Donc l'exercice commence au 1er septembre et finit au 31 août. Bon. Ce qu'on constate... Il y a quand même quelques doutes quand même, il y a quand même une certaine stagnation. Je vais juste vous dire que depuis le 1er septembre, notre performance par rapport au marché, on a pris 0,5 points de part de marché et notre performance est presque 2 fois supérieure à la performance du marché. Donc les croissances de chiffre d'affaires qu'on enregistre aujourd'hui, en tout cas pour ce qui nous concerne, sont plus que satisfaisantes par rapport à la performance du marché. Maintenant, quand je regarde les indicateurs économiques, même si vous avez dit tout à l'heure qu'apparemment le marché de l'immobilier, j'entends quand même quelques signes. Oui. J'entends quelques signes, je ne sais pas si vous les entendez, j'entends quelques signes de reprise des transactions immobilières. Bien sûr, avec les taux d'intérêt qui sont très bas, bien sûr. Taux d'intérêt bas, mise en construction de logements neufs qui se développent, transactions sur logement ancien qui revient aussi. Donc le marché va de toute façon se développer. Oui, il va se développer, mais quand même, Hélène Cornet, est-ce qu'il n'y a pas quand même une réflexion quand même sur la taille des magasins, peut-être des magasins trop grands, l'implantation des magasins peut-être trop en dehors des centres-villes et pas assez en centre-ville. Est-ce que tout ça va être revu à votre avis? Oui, en fait, c'est la question. Est-ce que le modèle est pérenne tel qu'il est? Parce que est-ce que le consommateur a envie toujours d'aller passer 3 heures dans un magasin, de revenir avec son meuble et de le monter derrière? Est-ce que avec justement Internet, la facilité de commander, bon alors évidemment il y a la livraison, mais du coup quand même le modèle IKEA est quand même basé sur sur le parcours magasin, sur les lieux de vie. C'est vrai, Hélène, donc, vous avez raison. Enfin, qui n'a pas vécu un samedi après-midi ou un dimanche matin à faire la queue à l'entrée du parking, trouver une place dans le parking, bien entendu, se balader dans le magasin avec les gens, les gamins, faire la queue aux caisses, ramasser les produits, refaire la queue à la sortie du parking et retourner enfin à la maison et ressortir les boîtes. Enfin, pardon, mais c'est quand même, c'est sympa sur le moment, mais c'est quand même une épreuve. Hein. Et du coup, c'est le PDG de la Canif qui le dit un peu pour vous dans une interview. Il dit le modèle IKEA est fini. Même si IKEA se lance en ligne, il met en péril son système. Un paquebot qui voit l'iceberg se rapprocher en sachant qu'il ne peut plus l'éviter. Rodolphe Bonas, est-ce qu'il y a des concurrents qui s'imposent, qui montrent un petit peu plus leurs dents, justement, qui peut menacer IKEA aujourd'hui? Je pense à Conforama, clairement. Oui, alors, il y a une réalité, si vous voulez, c'est que IKEA, quand même, sur ces marchés, là où il est implanté, ça reste vraiment, entre guillemets, pardonnez-moi,
la bête à abattre. Pourquoi? Parce que c'est le grand leader du marché, donc mécaniquement... Modèle copié, envié ou pas? Alors, c'est un modèle copié et envié, mais c'est très compliqué d'arriver à copier ce modèle, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il y a très peu... Finalement, dans un IKEA, il y a 10 000 références. C'est pas si énorme que ça, hein, il faut quand même le dire. Mais en revanche, c'est des références extrêmement bien pensées, dans lesquelles on a évoqué finalement la science et le produit, ce sourcing. Ça, c'est un point qui est important. Et des références qui tournent beaucoup. Et 20% qui tournent avec des éléments d'innovation. Et puis après, d'autres qui sont des vrais best-sellers. Et ensuite, après, ce qu'il faut évoquer, c'est que derrière cet élément de référence sur son marché, d'accord, c'est compliqué d'arriver à copier IKEA pour son ancrage, d'accord, et pour sa réalité. Donc, le seul moyen, c'est d'arriver, en effet, à jouer ces logiques de différenciation. Et pendant longtemps, on a évoqué le digital tout à l'heure. Pendant longtemps, le marché s'est souvent posé la question, c'est est-ce que IKEA va aller sur le digital, hein? Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez 80% de votre offre, mais c'est quand même assez récent. Et on s'est dit, mais pourquoi IKEA attend aussi longtemps alors que les autres concurrents sont présents? Aujourd'hui, ils comblent cet élément-là. Et avec un autre élément dont monsieur a parlé tout à l'heure, c'est bien sûr les services. Une des clés de l'avenir d'IKEA, ça va être justement d'arriver à contourner en mettant en place cette logique servicielle. Et là, il y a une course contre la montre qui est quand même lancée. Bertrand Bodichon, Média Plus en France. Moi, je pense que l'un des enjeux principaux, de toute façon, à partir du moment où on est archi-leader sur un segment, tout le monde vous copie. Et le problème, c'est que quand on est un game changer, il faut tout le temps changer le jeu, sinon vous êtes rattrapé, et dans votre communication, et dans votre business model, et effectivement, on assiste en ce moment, alors rien que pour parler des pubs, mais ça veut dire, ça montre assez bien le positionnement des marques. Quand on regarde récemment la dernière campagne de Conforama, la dernière campagne de Monsieur Meuble, et ils sont tous en train de... Conforama de CLM BBDO, voilà, réalisé par Eric Judor. Monsieur Meuble Havas, ils sont tous en train d'essayer de revenir dans le monde de l'empathie, de la compréhension, tous de l'humour, et donc rien que dans le territoire de communication, à un moment il faut changer. Je pense que l'un des enjeux principaux du business model d'IKEA n'est pas forcément sur le digital en tant que nouveau canal de distribution. Sinon, il y a longtemps que le digital aurait représenté une part très majoritaire dans leur chiffre d'affaires, et même si vous n'avez pas donné les chiffres, monsieur, j'imagine pas que ce soit le cas. Là où le digital fournit un enjeu important, c'est exactement ce que disait monsieur tout à l'heure sur la personnalisation. C'est-à-dire, les tendances sociétales aujourd'hui vont tellement vers la personnalisation qu'à un moment, ça peut devenir une limite, et surtout pour les générations les plus jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché de l'économie et de l'achat, que d'avoir exactement la même armoire, le même livre, le même lit, et tout de la même manière que mes copains qui viennent de s'installer, que mes parents qui ont 45 ans. Et je crois que l'un des enjeux principaux qui arrivent devant IKEA, peut-être qu'ils doivent fournir les clés du futur game change, c'est d'utiliser l'outil Internet non pas comme un canal de distribution, mais comme un canal de personnalisation de c'est mon IKEA à moi, et c'est pas le même IKEA que tout le monde, parce que ça, c'est plus vraiment la mode. Vous allez davantage aller personnaliser, justement, comme le disait Bertrand Bodichon, pour éviter qu'on retrouve les mêmes meubles chez tout le monde, de génération à une autre aussi. Ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on faisait 600 visites par an, de logements, d'appartements, de maisons, etc. Et j'ai pas vu à aucun moment une seule meuble IKEA utilisé de la même façon dans les habitations. Jamais. Il y a toujours un moment donné où on amène, et même on le suggère, que ce soit sur nos catalogues, dans nos magasins ou sur notre site internet, on suggère la personnalisation des produits. Il y a même des livres qui sortent aujourd'hui sur comment personnaliser ces produits IKEA. Il y a même une Anglaise qui a monté un site internet et qui a uniquement détourner des éléments de personnalisation de meubles Ikea. C'est uniquement de l'habillage de meubles Ikea. Olivier Barra, est-ce que les magasins sont trop grands? Est-ce que vous allez revoir la surface à la baisse? Alors, vous savez, on a évolué à Ikea. Ça a commencé en 1947. Ça fait plusieurs années, donc on est sur l'aménagement de la maison, et on a fait évoluer la façon dont on fait du commerce et la façon dont on rencontre nos clients. Donc réduire la surface. Une des évolutions que l'on peut constater, c'est de voir qu'il y a une densification importante, une urbanisation importante, ce qui fait que les gens vivent sur des mètres carrés plus réduits, ce qui fait que les gens ont moins de véhicules aussi. Voilà. Donc, par exemple, on a un magasin à Paris-Nord ou le magasin de Villiers-sur-Marne ou de Thiers, on a des navettes qui vont aller chercher nos clients dans Paris pour pouvoir justement les amener dans les magasins. Vous allez vous rapprocher par exemple des centres-villes comme à Hambourg par exemple, où il y a maintenant un immense magasin à Hambourg-Ville. On a énormément de façons d'être accessible pour les clients. Les magasins, c'est une solution, mais il y a d'autres possibilités
qui sont à l'étude en ce moment. Ouais. Oui, en tout cas, vous n'allez pas ralentir le rythme de l'expansion. Non. Voilà. Ça va de pair. On doit être accessible, que ce soit avec des magasins physiques, parce que l'expérience physique est importante, mais que ce soit aussi l'environnement digital, qui est aussi une expérience importante. Denis Gancel à la tête de W Compagnie. Non, mais le défi d'IKEA aujourd'hui, il est en fait très simple. C'est le défi de la ville. Et de la ville, j'allais dire, nouvelle du 21e siècle. Et vous l'avez très bien dit. On a construit au 20e siècle des villes en doigts de gants, sans les moyens de transport. Il fallait, Fabrice l'a très bien décrit, passer son week-end en voiture. On sait très bien que les générations qui arrivent n'ont pas de voiture. Absolument. Elles n'ont même pas de permis de conduire. Absolument. Et que vous êtes comme tous les grands distributeurs, contraints d'avoir une diversité de formats et de vous rapprocher des centres-villes. Aujourd'hui, tous les distributeurs réinvestissent les centres-villes. D'ailleurs, vous avez des concurrents qui ouvrent des formats beaucoup plus adaptés que le vôtre au format de centre-ville. Et je voudrais insister sur un dernier point, c'est l'idée qu'aujourd'hui, il y a 2000 villes de 1 million d'habitants qui sont en construction dans le monde. J'ai cru voir que vous aviez ouvert au Maroc il y a quelques jours. Vous allez ouvrir en 2017 en Inde. 60% de votre business est fait en Europe. Donc, on voit bien le terrain de conquête à l'international, à une seule condition, c'est que vous ne soyez pas dans ce que j'appelle la mêmeté de la ville. C'est-à-dire qu'on est tous des voyageurs et on est tous frappés de voir que toutes ces villes sont semblables. Et ce qui est très intéressant, c'est de rejoindre ce que disait Rodolphe par rapport à vos gènes de personnalisation, c'est d'apporter de la personnalisation dans ces villes qui sinon seront toutes semblables. Oui, un dernier mot sur la fréquentation dans les magasins IKEA dans cette période évidemment de menace. Est-ce que vous avez senti une baisse, Olivier Baraille, chez IKEA? Depuis, c'est vrai que cette tragédie, on a constaté une baisse au mois de novembre, évidemment, mais depuis le mois de décembre et a fortiori depuis janvier-février, maintenant, l'activité reprend normalement. Donc on retrouve les fréquentations de magasins que l'on avait avant cette tragédie. Ouais. Vous aviez subi une baisse de combien? J'ai pas vraiment les chiffres en tête, mais ça doit être, on a dû perdre quelque chose comme 15 ou 20% de fréquentation. En moyenne, c'est 15%. Ouais. 15%, nous dit Rodolphe Bonas à la tête de Seacom. Merci. Voilà donc gros plan sur l'empire IKEA dans les décodeurs de l'écho à l'occasion de l'anniversaire du fondateur, 90 ans pour Ivar Kamprad. Donc aujourd'hui, mercredi 30 mars. Joyeux anniversaire à celui qui forme les lettres IK de IKEA, bien sûr. Je vous laisserai aller découvrir ce que signifie le E et le A. Ce sont des villes, des villages, justement, suédois.